Quand la milliardaire Sophia Chen a rigolé en voyant le CV écrit à la main de Marcus et l'a jeté à la poubelle, elle ne savait pas que le concierge qui nettoyait son bureau était en fait son père, qui la cherchait depuis 20 ans. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, car demain, on a une histoire super spéciale, et laisse un commentaire pour nous dire d'où tu nous regardes. On aimerait aussi connaître votre histoire. Le brouillard matinal recouvrait le centre-ville de Seattle, enveloppant les tours de verre d'un voile gris qui donnait à tout un aspect incertain et temporaire. Marcus Rivera se tenait à l'arrêt de bus, serrant contre sa poitrine un dossier en papier craft comme s'il s'agissait d'une armure. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, son CV rédigé à la main en lettres majuscules soignées, chaque mot étant mesuré et réfléchi. Son ordinateur portable était tombé en panne 3 semaines auparavant, l'écran clignotant une fois avant de devenir noir pour toujours, emportant avec lui son dernier lien avec le monde numérique qui semblait désormais tout régir. Il avait essayé la bibliothèque, mais leurs ordinateurs avaient une limite de 2 heures et une liste d'attente plus longue que celle de ses patients. Il avait demandé à sa voisine s'il pouvait emprunter le sien, mais elle travaillait la nuit et dormait le jour, et il ne pouvait se résoudre à la réveiller pour ce qui ressemblait à de la charité. Il avait donc fait ce que son père lui avait appris. Il s'était débrouillé avec ce qu'il avait. De l'encre bleue sur du papier blanc, des marges aussi droites que les lignes qu'il traçait sur les plans de construction à l'époque où ses mains construisaient des choses au lieu de mendier du travail. Le bus s'arrêta dans un grincement, ses portes s'ouvrant avec un soupir mécanique qui faisait écho à ce que Marcus ressentait à l'intérieur. Il monta à bord, cherchant la monnaie exacte dans sa poche, comptant 2 fois les pièces de 10 cents, car même le prix du bus comptait quand chaque dollar était compté. Le trajet jusqu'au centre-ville dura 23 minutes, assez longtemps pour que le doute s'insinue dans sa détermination. À quoi pensait-il? Chen Technologies était une entreprise qui valait des milliards de dollars. Son siège social était un monument étincelant à l'innovation et au succès. Que pourrait-il bien vouloir à un homme dont le dos l'avait trahi, dont le CV tenait sur une serviette en papier? Mais ensuite, il pensait à Maria, 17 ans et brillante. Sa lettre d'acceptation au MIT avait été pliée et repliée tant de fois que les plis s'étaient adoucis. Elle avait été admise grâce à une bourse d'études au mérite, mais celle-ci ne couvrait que les frais de scolarité, le logement, la pension et les livres, soit 40 000 $ par an. Une somme qui aurait tout aussi bien pu être de 40 millions pour Marcus qui espérait la trouver. Elle avait essayé de cacher sa déception quand ils avaient fait le calcul ensemble à la table de la cuisine, entourée de formulaires d'aide financière et de lettres de refus des sociétés de prêt. Elle avait souri et dit que l'université communautaire lui convenait, qu'elle pourrait changer plus tard, mais il avait vu ses épaules s'affaisser, ses rêves se replier sur eux-mêmes, comme un origami à l'envers. C'était il y a 3 mois. Depuis, Marcus avait postulé partout, entrepôts, magasins, restaurants, bureaux. Ses jours dans le bâtiment étaient finis. Ses hernies discales dans le bas du dos s'en étaient assurées. L'indemnisation des accidents du travail avait pris fin au bout de 18 mois. Sa demande d'invalidité avait été refusée 2 fois, et la fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il accepterait n'importe quoi. Maintenant, saisie de données, service client, conciergerie, tout ce qui offrait une assurance maladie et un salaire régulier. Chen Technologies se dressait devant lui. Aujourd'hui, 47 étages d'acier et de verre s'élevaient vers un ciel qui semblait incroyablement lointain. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre et de chrome, avec un plafond qui s'élevait sur 3 étages et des murs tapissés de récompenses et de brevets portant le nom de l'entreprise. De l'eau ruisselait sur un mur décoratif. Le bruit était censé être apaisant, mais il faisait en quelque sorte Marcus se sentir plus petit, comme s'il rétrécissait à chaque pas vers la réception. La réceptionniste était jeune, peut-être 25 ans, avec un maquillage parfait et un casque qui semblait coûter plus cher que le loyer mensuel de Marcus. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, avec un sourire automatique et étudié. « Bonjour, bienvenue chez Chen Technologies. Comment puis-je vous aider ?» Marcus s'éclaircit la gorge, soudain conscient de la façon dont sa voix pouvait résonner dans cet espace immaculé. « Je suis ici pour les offres d'emploi. J'ai un CV. »« Oh !» l'interrompit-elle gentiment. « Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre portail carrière. Vous pouvez y accéder depuis notre site web. » Son ton était aimable mais dédaigneux, comme lorsqu'on s'adresse à un enfant qui s'est égaré dans la mauvaise salle de classe. « Je n'ai pas accès à Internet pour le moment, » dit Marcus, sentant la chaleur lui monter au cou. « J'espérais que quelqu'un pourrait y jeter un œil. »
Il brandit le dossier en papier craft, soudain conscient de ses coins cornés et de la tache de café près du bas. Le sourire de la réceptionniste vacilla légèrement. « Je suis désolé, mais nous n'acceptons vraiment plus les candidatures papier. Tout doit passer par notre système pour des raisons de conformité. » Elle fit un geste vers un coin salon, avec des fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de Marcus. « Il y a une connexion Wi-Fi gratuite si vous souhaitez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur portable. » Marcus faillit éclater de rire. Son téléphone avait 5 ans et pouvait à peine charger des SMS, sans parler des sites web de candidature à un emploi. Quant à son ordinateur portable, il servait actuellement de presse-papier très coûteux dans le placard de sa chambre. « Je comprends, » dit-il, « mais je me demandais s'il y avait quelqu'un aux ressources humaines qui pourrait m'aider. Y a-t-il un problème ?» La voix traversa le hall comme une lame, tranchante et autoritaire. Marcus se retourna et vit une femme s'avancer vers eux, ses talons claquant sur le marbre avec un rythme autoritaire. Elle était petite, mais se tenait comme quelqu'un qui avait l'habitude de prendre de la place. Ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon sévère, son tailleur gris anthracite taillé à la perfection. Tout en elle respirait la réussite. Sa démarche assurée, sa montre de luxe qui reflétait la lumière, la façon dont les autres employés semblaient se recroqueviller légèrement lorsqu'elle passait. Sophia Chen avait bâti son empire à partir de rien. Et elle portait cette réussite comme une armure. À 32 ans, elle était la plus jeune PDG du secteur, un fait que les magazines technologiques ne se lassaient jamais de mentionner. Elle avait commencé avec une seule application développée dans son studio, vivant de ramen et de détermination, codant 18 heures par jour jusqu'à en avoir les yeux brûlants et les doigts crispés. Cette application était devenue une plateforme. La plateforme était devenue une entreprise, et l'entreprise était devenue un empire valant 3 milliards de dollars. Elle avait appris très tôt que le monde respectait la force et méprisait la faiblesse. La compassion était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Chaque accord était une bataille, chaque négociation une guerre, et elle les avait tous remportés en étant plus intelligente, plus rapide et plus impitoyable que ce que l'on pouvait attendre d'une enfant placée en famille d'accueil à Auckland. La compassion était un handicap dans les affaires. Elle l'avait prouvé à maintes reprises. « Mademoiselle Chen », dit la réceptionniste en se redressant inconsciemment. Ce monsieur voulait savoir comment soumettre un CV papier. Sophia tourna les yeux vers Marcus, scrutant son apparence avec l'efficacité d'un scanner. Elle remarqua son costume d'occasion, propre mais usé au coude. Ses chaussures avaient été cirées, mais ne pouvaient cacher leur âge. La nervosité avec laquelle il tenait le dossier en papier craft, comme s'il contenait quelque chose de précieux et de fragile. En 3 secondes, elle l'avait classé. Désespérée, inemployable, lui faisant perdre son temps. « Un CV papier ?» répéta-t-elle, et il y avait quelque chose dans son ton qui rendait ces mots désuets, presque pittoresques. « Nous ne sommes pas en 1985. Nous n'acceptons pas les candidatures manuscrites. » Marcus sentit la chaleur se propager de son cou à ses joues. Autour d'eux, d'autres employés avaient commencé à remarquer l'agitation. Un groupe de jeunes programmeurs interrompit sa conversation près des ascenseurs. 2 femmes du service comptabilité s'arrêtèrent dans leur traversée du hall. Le gardien de sécurité derrière son bureau leva les yeux de son écran. Marcus pouvait sentir leurs regards posés sur lui, leur curiosité et leur jugement rayonnant comme de la chaleur. « Je comprends que vous préfériez les candidatures numériques, » dit Marcus, en essayant de garder une voix calme, « mais je suis entre 2 ordinateurs en ce moment, et j'espérais entre 2 ordinateurs. » Le rire de Sophia était aigu, tranchant. Quel genre de pro n'a pas accès à la technologie de base en 2023 ? Comment tu penses bosser pour une boîte de tech si tu peux même pas envoyer une candidature correcte ? Ces mots frappèrent Marcus comme des coups physiques. Il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas ses côtes, mais quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Autour d'eux, le hall était devenu silencieux, à l'exception de la cascade artificielle qui ressemblait soudain à un bruit blanc, comme des parasites couvrant le son de sa dignité, démantelés pièce par pièce. « Mon ordinateur portable est cassé », dit-il doucement, détestant le fait que sa voix semblait si petite dans cet immense espace. « Je cherche du travail depuis 3 mois. J'ai de l'expérience dans la construction, la gestion de projet. Je suis prêt à apprendre la construction. » Sophia haussa les sourcils d'un air faussement surpris. « Et vous pensez que ça vous qualifie pour travailler ici ? Regardez autour de vous. » Elle désigna le hall d'entrée étincelant, les écrans numériques affichant les cours de la bourse et les réalisations de l'entreprise, les employés dans leurs vêtements de marque et leur posture confiante. C'est l'avenir. On n'a pas besoin de gens qui travaillent avec leurs mains,
On a besoin de gens qui travaillent avec leur tête. Marcus serra le dossier plus fort. À l'intérieur, il y avait plus que son parcours professionnel écrit en lettres soignées. Il y avait 18 ans à se lever avant l'aube, à construire des trucs qui dureraient, à nourrir sa fille et à leur offrir un toit grâce à sa détermination et à sa sueur. Il y avait toutes les promotions qu'il avait gagnées, toutes les équipes qu'il avait dirigées, tous les projets qu'il avait terminés dans les délais et en dessous du budget avant que son corps ne dise finalement stop. « J'ai dirigé des équipes de 30 personnes », dit-il d'une voix plus forte, teintée d'une assurance qui n'était pas là auparavant. « J'ai supervisé des projets d'1 million de dollars. Je n'ai jamais manqué une échéance ni dépassé un budget. Je ne sais peut-être pas coder, mais je sais diriger des gens et faire avancer les choses. » Sophia pencha la tête, l'observant comme s'il s'agissait d'un spécimen intéressant sous un microscope. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» dit-elle d'une voix suffisamment forte pour être entendue dans tout le hall. « Je vois quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense qu'un CV manuscrit lui permettra d'aller loin dans le monde moderne. C'est pathétique. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. Marcus sentit tous les regards du hall se poser sur lui. Il sentit le poids de leur pitié et de leur embarras par procuration. Un des programmeurs chuchota quelque chose à son collègue. Les femmes de la comptabilité détournèrent le regard, mal à l'aise mais pas prêtes à intervenir. Même la réceptionniste fixait son bureau, les joues rouges de honte par procuration. Sophia s'approcha, baissant la voix à un niveau qui était en quelque sorte plus dévastateur que de crier. « Tu sais combien de CV on reçoit chaque jour ? Des centaines. De diplômés de Stanford, de docteurs du MIT, de personnes qui comprennent vraiment ce qu'on fait ici. Et vous arrivez avec un bout de papier couvert de gribouillis au crayon et vous vous attendez à ce qu'on vous prenne au sérieux. C'est de l'encre, dit Marcus faiblement. Et il se détesta immédiatement pour cette correction. C'est encore pire, répondit Sophia. Au moins, le crayon peut être effacé. Elle tendit la main. Laissez-moi voir ce chef-d'œuvre. Marcus hésita. Quelque chose en lui criait de ne pas le donner. Mais quel autre choix avait-il ? Il était arrivé jusqu'ici. Il avait enduré tout ça. Peut-être que si elle le lisait, elle verrait qu'il était plus que ce que sa situation laissait penser. Peut-être qu'elle comprendrait que le désespoir n'était pas synonyme d'incompétence. Il ouvrit le dossier et en sortit la feuille de papier. Son CV était soigné, organisé, chaque ligne soigneusement planifiée. En haut, son nom et ses coordonnées en lettres majuscules. En dessous, son parcours professionnel. Contremaître chez Rodriguez Construction, chef de chantier chez Pacific Building Group, chef d'équipe chez Mountain View Development, des références de superviseurs qui lui avaient confié leurs plus gros projets, des compétences qu'il avait mis des décennies à développer et à perfectionner. Sophia prit le papier et le tint à la lumière, l'examinant comme un faux billet. « Incroyable !» dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. « On dirait un devoir que mon neveu rendrait à l'école. Tu as utilisé une règle pour les marges ? Ta fille t'a aidé pour l'orthographe ?» La mention de Maria frappa Marcus comme un coup de poing dans le plexus solaire. Il pensa à elle à l'école en ce moment même, assise dans son cours de physique avancé, résolvant des problèmes qui lui auraient donné le tournis, rêvant du MIT et d'un avenir qui semblait s'éloigner chaque jour davantage. Elle croyait en lui faisait confiance pour trouver un moyen de réaliser ses rêves. Que penserait-elle si elle pouvait le voir maintenant, debout dans ce temple de marbre dédié à la réussite, tandis qu'une femme vêtue d'un tailleur à 1000 $ ridiculisait ses efforts ? « Elle est très intelligente, » dit Marcus. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait dû avertir Sophia d'arrêter. Quelque chose de brut et de protecteur que n'importe quel parent aurait reconnu. Plus intelligente que moi. C'est pour ça que je suis ici. Mais Sophia avait dépassé le stade de la reconnaissance. Dépassé le stade de la décence humaine. L'adrénaline de l'humiliation publique coulait dans ses veines. La même que celle qu'elle ressentait lorsqu'elle démantelait ses concurrents lors de réunions du conseil d'administration ou qu'elle écrasait des tentatives de prise de contrôle hostile. Cet homme représentait tout ce contre quoi elle s'était battue pour échapper à la pauvreté, au désespoir, à l'odeur de l'échec qui s'était accrochée à ses foyers d'accueil comme de la fumée de cigarette. « Eh bien, elle ne peut pas t'aider pour ça, » a dit Sophia. Puis, avec une cruauté délibérée, elle a commencé à déchirer le CV. Le bruit du papier déchiré a résonné dans le hall comme des coups de feu. Elle l'a déchiré 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que les 18 années de dur labeur de Marcus se transforment en confettis entre ses mains parfaitement manucurées. « Voilà », a-t-elle dit, laissant les morceaux flotter sur le sol en marbre comme des oiseaux blessés. « Voilà ce que je pense de tes qualifications, Gary. »
Elle se tourna vers le gardien de sécurité qui observait la scène avec un malaise évident. « Veuillez escorter ce monsieur dehors et assurez-vous qu'il comprenne que nous avons des normes ici. » Marcus fixait les morceaux de papier éparpillés à ses pieds. Chaque fragment contenait un morceau de sa vie, des dates, des titres de poste, le numéro de téléphone de son ancien contremaître qui avait toujours dit que Marcus était le meilleur superviseur avec lequel il avait jamais travaillé. Maintenant, c'étaient des déchets, au sens propre comme au figuré, détruits par quelqu'un qui n'avait jamais manié un marteau, porté une charge ou compris ce que ça voulait dire de construire quelque chose de ses propres mains. Le gardien de sécurité s'approcha à contre-cœur, l'air désolé. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. » Marcus se baissa lentement, son dos blessé protestant, et commença à ramasser les morceaux de son CV. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il les ramassait, non pas à cause de la peur, mais d'une rage si pure et si intense qu'elle le surprit lui-même. Il avait déjà été en colère contre les compagnies d'assurance, contre les médecins qui le traitaient comme un fraudeur, contre un système qui semblait conçu pour réduire les gens comme lui en poussière. Mais cette fois, c'était différent. C'était personnel. « Vous avez fini ?» demanda Sophia en le regardant ramper sur son sol en marbre, car j'ai des affaires importantes à régler. Des gens qui ont de vraies qualifications attendent que je m'occupe d'eux. Marcus se leva lentement, les morceaux déchirés serrés dans son poing. Il regarda Sophie, la regarda un instant. Elle faillit reculer. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui exprimait une dignité bafouée, celle d'un homme qui avait été poussé jusqu'à ses limites, sans pour autant s'effondrer complètement. « Tu as raison, dit-il doucement. Je n'ai pas ma place ici. Cet endroit n'est pas pour les gens comme moi. » Il jeta un coup d'œil autour de lui dans le hall, aux employés qui faisaient semblant de ne pas regarder le marbre, le chrome et la cascade artificielle censée représenter le progrès. « Mais un jour, j'espère que tu te souviendras de ce moment. J'espère que tu te souviendras de l'homme que tu as écrasé aujourd'hui, car c'est ce que tu es vraiment sous tout ça. » Il désigna le luxe qui les entourait, quelqu'un qui détruit les espoirs des autres pour s'amuser. Sophia serra les mâchoires. « Tu me menaces ?»« Non, » répondit Marcus, et il y avait quelque chose de presque triste dans sa voix. « J'espère juste qu'un jour, tu te souviendras de ce que ça fait d'avoir besoin de quelqu'un qui a le pouvoir de t'aider. Parce qu'on a tous besoin d'aide parfois, mademoiselle Chen. Même toi. » Le garde de sécurité toucha doucement le coude de Marcus. « Monsieur !» Marcus acquiesça et se laissa conduire vers la sortie. Derrière lui, Sophia observait la scène, les bras croisés, le regard froid et triomphant. Le hall d'entrée reprit son cours normal. Les conversations reprirent. Les téléphones se mirent à sonner. Les activités de la journée se poursuivirent comme si rien d'important ne s'était passé. Mais dans l'ombre, près de l'ascenseur de service, quelqu'un d'autre observait la scène. Miguel Vasquez poussa son chariot de nettoyage plus profondément dans la niche, le cœur battant à tout rompre comme un oiseau en cage. Pendant 20 minutes, il était resté figé, regardant sa fille, sa brillante fille qui avait réussi mais qui était perdue, détruire un homme qui lui rappelait tellement lui-même que ça lui faisait mal de respirer. Miguel était en train de vider les poubelles lorsque la confrontation a commencé. Invisible, comme le sont toujours les concierges pour les gens qui les emploient. Il avait tout de suite reconnu Marcus, pas personnellement, mais comme un type. Un travailleur en malchance, désespéré, mais essayant de garder sa dignité, prêt à accepter n'importe quel boulot pour subvenir aux besoins de sa famille. Miguel avait été cet homme avant que le monde ne déchire sa famille et n'en disperse les morceaux dans 2 pays. Il avait aussi reconnu sa fille, même s'il lui avait fallu des mois pour trouver le courage de l'approcher. Sophia Chen, PDG et mania de la technologie, la fille qu'il avait vue pour la dernière fois à l'âge de 12 ans, les larmes coulant sur son visage, tandis que les agents d'immigration l'emmenaient menottée. Elle s'appelait alors Sophia Vasquez, une enfant effrayée placée en famille d'accueil, ballottée de foyer en foyer, pendant qu'il menait une bataille juridique qu'il ne pouvait pas gagner depuis un centre de détention dont il ne pouvait pas sortir. Pendant 7 ans, il avait essayé de la retrouver depuis le Mexique, lui envoyant des lettres qui restaient sans réponse, lui passant des coups de fil qui restaient sans réponse. Quand il avait enfin réussi à revenir légalement, elle avait disparu dans les méandres de la bureaucratie. Les dossiers d'accueil étaient scellés, les dossiers d'adoption confidentiels, et un père expulsé n'avait aucun droit légal de rechercher une fille à qui on avait probablement dit qu'il l'avait abandonnée. Il l'avait retrouvée par hasard il y a 3 ans, sa photo dans un magazine économique que quelqu'un avait laissé dans le métro. L'enfant placé en famille d'accueil qui a bâti un empire technologique, disait le titre. Et Miguel s'était presque effondré là, dans le wagon. Sa fille,
sa brillante petite fille, qui l'aidait à réparer des ordinateurs dans leur garage, était devenue l'une des entrepreneuses les plus prospères du pays. Elle avait réussi sans lui, malgré lui. À cause de lui, il ne saurait jamais laquelle des deux raisons était la bonne. Obtenir un emploi chez Chen Technologies lui avait pris 6 mois et une vérification de ses antécédents qui l'avait fait transpirer à travers ses vêtements d'entretien. Miguel Vasquez, 58 ans, citoyen naturalisé, agent de sécurité de nuit. Référence de 2 anciennes entreprises de nettoyage. Pas de casier judiciaire depuis sa condamnation pour expulsion. Fiable et invisible. L'employé parfait pour se fondre dans l'empire de sa fille. Pendant 3 ans, il avait nettoyé ses bureaux, vidé ses poubelles, passé l'aspirateur autour de son bureau pendant qu'elle travaillait tard le soir. Il l'avait observée à travers les vitres de la salle de conférence, alors qu'elle dirigeait des réunions, l'avait vue sur les écrans de sécurité, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait, et le masque de l'autorité avait glissé juste assez pour révéler l'enfant solitaire qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Il avait imaginé 1000 façons de l'aborder, répété 1000 conversations. Il avait écrit des lettres qu'il n'avait jamais envoyées, composé son numéro, et raccroché avant que ça ne sonne, s'était tenu devant la porte de son bureau avec son passe-partout sans jamais avoir le courage de frapper. Que pouvait-il lui dire? Qu'il n'avait jamais cessé de la chercher, que chaque jour depuis 20 ans avait été une punition pire que n'importe quelle prison, qu'il était fier de son succès, mais que ça lui brisait le cœur de voir la personne qu'elle était devenue. Parce que la femme qu'il venait de voir humilier Marcus Rivera n'était pas la fille dont il se souvenait. Sofia avait été gentille, empathique, prête à défendre les opprimés et à partager son déjeuner avec les enfants qui n'avaient pas les moyens de s'en acheter un. Cette Sofia était une armure enveloppant un être humain. Le succès au prix de son âme, le pouvoir acheté avec la compassion. Miguel regarda Marcus disparaître par les portes du hall, les épaules courbées sous le poids de l'humiliation publique. Puis il regarda sa fille, qui se dirigeait déjà vers l'ascenseur, le CV détruit, oublié sur le sol en marbre comme un animal écrasé sur la route. Dans quelques heures, il serait chargé de nettoyer cet endroit, de balayer les morceaux de papier qui représentaient la dignité brisée de quelqu'un. Mais avant ça, il avait une décision à prendre. Il pouvait continuer à se cacher dans l'ombre, se contenter de tourner autour de la vie de sa fille comme un satellite lointain, reconnaissant pour chaque aperçu de la femme qu'elle était devenue. Ou il pouvait sortir de l'ombre et faire face aux conséquences de 20 ans d'absence, 20 ans de silence, 20 ans d'amour paternel. N'ayant nulle part où aller, Miguel sortit son téléphone, non pas le smartphone que l'entreprise lui avait fourni pour le boulot, mais son portable personnel, un appareil abîmé qu'il avait acheté d'occasion et chargé de précieuses minutes. Il avait les coordonnées de Marcus. Elles étaient clairement inscrites sur le CV avant que Sofia ne le déchire en morceaux. Marcus Rivera et un numéro de téléphone que Miguel avait mémorisé avant que le papier ne tombe par terre. Le trajet en bus pour rentrer chez lui semblait être une punition. Chaque arrêt lui rappelait à quel point Marcus était loin de la vie qu'il avait connue autrefois. Les autres passagers évitaient son regard, perdus dans leur téléphone ou regardant par la fenêtre une ville qui lui semblait de plus en plus étrangère. Il serrait les morceaux déchirés de son CV dans la poche de sa veste. Chaque fragment était une petite accusation contre sa valeur. Son appart était silencieux quand il est entré, le genre de silence qui semblait vide plutôt que paisible. Maria ne rentrerait pas avant 3 heures. Elle avait un entraînement avec l'équipe de débat après l'école, puis son boulot à la librairie du campus, où elle bossait 20 heures par semaine pour aider à payer les factures. Ce job était censé l'aider à se faire un CV. Mais Marcus savait que c'était surtout une question de survie, une question de faire porter à une jeune de 17 ans un fardeau qui aurait dû être le sien. Il s'assit à la table de la cuisine, la même où ils avaient ouvert la lettre d'acceptation du MIT 4 mois plus tôt, et étala les morceaux de son CV comme un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Certains fragments étaient trop petits pour être lisibles, d'autres étaient déchirés au niveau de mots importants. Son parcours professionnel était devenu de l'art abstrait, des formes dénuées de sens qui n'avaient plus rien à voir avec 18 années de travail honnête. Marcus avait reconstruit des moteurs avec plus de pièces que ça, avait résolu des problèmes structurels avec moins d'informations, mais il s'agissait là de problèmes de physique et d'ingénierie régis par des lois qui avaient du sens et répondaient à la logique. Ici, c'était différent. Il s'agissait de la dignité humaine dans un monde qui avait décidé que son type particulier de dignité était obsolète. Son téléphone vibra sur la table, un numéro inconnu avec un indicatif local, probablement un agent de recouvrement ou un télévendeur, mais Marcus répondit quand même. Il n'avait plus rien à perdre, et au moins
Parler à quelqu'un briserait le silence qui menaçait de l'engloutir tout entier. « Bonjour, monsieur Rivera ». La voix était plus âgée, avec un fort accent, hésitante, mais chaleureuse. « Je m'appelle Miguel Vasquez. Je bosse chez Chen Technologies. J'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. » Marcus serra le téléphone plus fort. « Si tu appelles pour t'excuser au nom de ta patronne, ne t'embête pas. J'ai compris le message. Je n'appelle pas pour elle, » dit rapidement Miguel. « J'appelle pour moi et peut-être pour toi, si tu veux bien m'écouter. » Quelque chose dans le ton de l'homme fit hésiter Marcus. Il n'y avait là aucune pitié, aucune volonté de limiter les dégâts pour l'entreprise, juste quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension. « Où voulez-vous qu'on se rencontre ?» Miguel dit qu'il voulait parler. « Il y a des choses que vous devriez savoir à propos de Sophia Chen. Pourquoi elle est comme elle est, et il y a peut-être quelque chose que nous pouvons faire pour nous aider mutuellement. » Marcus faillit éclater de rire. « À moins que vous ne recrutiez, je ne vois pas comment, monsieur Rivera. » Miguel l'interrompit gentiment. « J'ai vu votre CV avant qu'elle ne le déchire. Tu es qualifié pour une 12aine de postes dans cette entreprise. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait rien à voir avec tes compétences. C'était à cause de sa douleur. Et parfois, la seule façon de guérir la douleur est de comprendre d'où elle vient. » La ligne est restée silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration des deux hommes. Deux inconnus liés par une humiliation dont ils avaient été témoins et par quelque chose de plus profond. La reconnaissance que le monde n'était pas aussi simple que le succès et l'échec. Que parfois, les personnes qui te font du mal mènent des combats que tu ne peux pas voir. « Où veux-tu qu'on se retrouve ?» demanda finalement Marcus. Miguel ferma les yeux, une petite prière de gratitude s'échappant de ses lèvres. « Tu connais Rositas sur Pine Street ? C'est un petit endroit, rien d'extraordinaire. Demain à midi, je serai là, » dit Marcus. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Chen Technologies, il ressentit autre chose que de la colère et de la honte. De la curiosité, peut-être même de l'espoir. Après avoir raccroché, Miguel s'assit dans la salle de pause des employés qui sentaient la nourriture réchauffée au micro-ondes et le désinfectant industriel, entouré des outils de l'invisibilité, seaux à balai et vaporisateurs, et le genre d'uniforme qui fait que les gens regardent à travers vous plutôt que vers vous. Dans 12 heures, il dirait la vérité à un inconnu. Il ne l'avait jamais dite à personne, que la femme qui l'avait humilié était la fille que Miguel avait perdue à cause de l'expulsion, l'enfant qu'il avait passé 20 ans à essayer de retrouver, l'histoire à succès qui avait coûté tout ce qui rendait le succès intéressant. Et peut-être que s'il était assez courageux et que Marcus était assez disposé, il pourrait trouver un moyen de rappeler à Sophia Chen que sous toute l'armure qu'elle s'était construite, il y avait encore une fillette de 12 ans qui croyait que l'aider les gens était plus important que leur faire du mal. La nuit s'étendait devant les deux hommes comme un point d'interrogation, pleine de possibilités et de dangers. Le genre d'obscurité qui engloutissait les rêves ou les faisait naître. Aucun des deux ne dormit bien. Tous deux hantés par le souvenir du papier déchiré tombant comme de la neige et se demandant si demain apporterait la rédemption ou juste une autre forme de ruine. Mais parfois, la seule façon de savoir si quelque chose vaut la peine d'être sauvé est de tout risquer pour essayer de le sauver. Et parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'être sauvées sont celles qui se sont convaincues qu'elles sont irrécupérables. Demain leur dirait de quel genre d'histoire il s'agirait. Le café de Rosita était coincé entre une laverie et un magasin de change sur Pine Street, le genre d'endroit qui servait du café fort dans des tasses en céramique épaisse et ne posait pas de questions sur les raisons pour lesquelles vous aviez besoin de rester assis à la même table pendant 3 heures. Miguel est arrivé avec 20 minutes d'avance, ses mains sentant encore légèrement le détergent industriel malgré le fait qu'il les ait frottés jusqu'à les irriter dans les toilettes du personnel. Il avait troqué son uniforme de concierge contre des vêtements civils, un jean usé aux genoux et une chemise en flanelle qui avait connu des jours meilleurs, des bottes de travail qui avaient trop marché sur des sols en béton. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et aux chaussures confortables, ne lui a pas jeté un second regard lorsqu'il s'est glissé dans une banquette d'angle. C'était le genre de quartier où les travailleurs se retrouvaient pour discuter de leur boulot et de leurs problèmes, où les conversations se faisaient à voix basse et où le café était resservi sans qu'on ait besoin de le demander. Miguel a commandé un café noir et a regardé par la fenêtre le trafic matinal, observant les camions de livraison et les navetteurs circuler dans des rues qui avaient radicalement changé depuis qu'il les avait parcourues pour la première fois, 30 ans auparavant. Son téléphone était posé sur la table devant lui, l'écran éteint, mais d'une certaine manière accusateur. Il avait passé toute la nuit à répéter ce qu'il dirait à Marcus Rivera. Quelle quantité de vérité était excessive, quelle quantité minimale serait malhonnête.
Toute cette histoire était un champ de mines, fait de honte et de regrets, de choix faits et d'occasions manquées, d'amour paternel enfoui sous des décennies de bureaucratie et de peur. Miguel avait 25 ans quand Sofia est née, à peine plus qu'un enfant lui-même, mais déterminé à être le père qu'il n'avait jamais eu. Il avait 2 boulots, la journée dans un magasin de réparation d'ordinateurs, la nuit dans le nettoyage de bureaux, économisant chaque centime pour l'acompte d'une petite maison à East Auckland, où Sofia pourrait avoir sa propre chambre et un jardin avec un oranger. Sa mère, Carmen, était morte quand Sofia avait 4 ans. Un anévrisme soudain qui avait laissé Miguel seul, sans plan de secours ni filet de sécurité. Mais ils étaient heureux. Lui et sa brillante petite fille, qui savait démonter une radio à 6 ans et la remonter encore mieux à 7 ans. Sofia avait hérité de son esprit mécanique, mais elle y ajoutait une intuition pour la technologie qui le laissait bouche bée. Alors que les autres enfants jouaient à la poupée, elle construisait des ordinateurs à partir de pièces détachées et écrivait des programmes simples dès l'âge de 10 ans. Miguel rêvait pour elle d'université, de bourses et d'opportunités, d'un avenir qui dépasserait les limites de leur quartier ouvrier. L'expulsion était arrivée sans prévenir. Un simple contrôle routier avait dégénéré lorsque le policier avait vérifié son permis et découvert que le statut d'immigrant de Miguel était légal depuis 8 ans. Mais une ancienne décision d'expulsion datant d'avant la naissance de Sofia n'avait jamais été correctement réglée. L'avocat spécialisé en immigration avait expliqué qu'il s'agissait d'une erreur administrative, d'une négligence bureaucratique qui serait rapidement résolue. Au lieu de ça, c'est devenu un cauchemar qui a duré 7 ans. Miguel a vu Sofia grandir à travers des photos envoyées en cachette et des appels téléphoniques volés, qui sont devenus de plus en plus courts et moins fréquents à mesure qu'elle était transférée d'une famille d'accueil à une autre. Et toi, à la place de Miguel, tu aurais continué à te battre pour ton enfant ou tu aurais fini par abandonner? Dis-le-moi en commentaire. Le système l'avait complètement englouti. Une fillette de 12 ans sans famille et un père expulsé qui n'avait aucun statut légal pour se battre pour sa garde à 2000 km de distance. Lorsque Miguel a enfin réussi à se frayer un chemin dans le labyrinthe de l'immigration et à revenir aux États-Unis en tant que résident légal, Sofia avait disparu dans l'âge adulte, son dossier scellé, sa trace perdue. La cloche au-dessus de la porte du café a sonné, tirant Miguel de ses souvenirs. Marcus Rivera entra lentement, ses yeux balayant le petit espace avant de se poser sur la table de Miguel. Même en civil, Marcus se comportait comme un homme prêt à affronter la déception, les épaules prêtes à supporter toute nouvelle humiliation que la journée pourrait lui réserver. Il était plus jeune que Miguel ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, avec des mains calleuses et une posture prudente qui trahissait un mal de dos maîtrisé à la force de la volonté. Miguel se leva à l'approche de Marcus et lui tendit la main dans un geste à la fois formel et sincère. « Monsieur Rivera, merci d'être venu. » Marcus serra la main qui lui était tendue, étudiant le visage de Miguel avec la lassitude de quelqu'un qui a appris à ne pas faire facilement confiance. « Vous avez dit que vous travailliez chez Chen Technologies comme gardien de nuit, » répondit Miguel en invitant Marcus à s'asseoir. 20 ans dans les services de nettoyage, dont 3 chez Chen. Il ne mentionna pas qu'il avait accepté ce poste précisément pour être près de sa fille, que chaque nuit, pendant 3 ans, il avait nettoyé les bureaux où elle travaillait, vidé sa poubelle, passé l'aspirateur autour de son bureau pendant qu'elle restait tard le soir à bâtir son empire. La serveuse arriva avec le café de Marcus, remplissant sa tasse sans qu'il ait besoin de la demander. Miguel attendit qu'elle soit partie avant de continuer. « J'ai vu ce qui s'est passé hier, tout. » Marcus serra les mâchoires. « Si tu es là pour me dire que j'aurais dû gérer ça différemment… » « Non, » dit rapidement Miguel. « Tu as parfaitement géré la situation. Tu as gardé ta dignité alors qu'elle essayait de te la prendre. Ça demande de la force. » Cette validation inattendue sembla prendre Marcus au dépourvu. Il but une gorgée de café, observant Miguel par-dessus le bord de sa tasse. « Alors, pourquoi sommes-nous ici? De quoi s'agit-il vraiment ?» Miguel avait répété ce moment une centaine de fois, mais maintenant qu'il était là, les mots lui semblaient inadéquats. Comment expliquer 20 ans de recherche? Comment avouer que la femme qui t'a humilié est la fille que tu as observée dans l'ombre? Trop honteux pour l'approcher. « Sofia Chen est ma fille », dit simplement Miguel. Marcus posa sa tasse avec un bruit sec. « Quoi? Je sais ce que ça peut paraître », continua Miguel, la voix calme malgré le tremblement de ses mains. « Le PDG a succès et le concierge de nuit. Mais je la cherche depuis 20 ans, et il y a 3 ans, je l'ai trouvée. Je ne savais juste pas comment l'aborder. » Marcus se pencha en arrière dans son siège, son expression passant de l'incrédulité à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. «
Tu me dis que la femme qui a déchiré mon CV est ta fille. Sofia Vasquez, dit Miguel doucement. C'était son nom quand elle avait 12 ans, avant qu'il ne me l'enlève. L'histoire sortit lentement, avec précaution, comme si Miguel manipulait quelque chose de fragile qui risquait de se briser s'il allait trop vite. Il raconta à Marcus l'expulsion, les années de bataille juridique menées depuis le Mexique, son retour pour découvrir que sa petite fille était devenue une étrangère revêtue d'une armure faite de succès et d'isolement. J'ai trouvé un boulot dans son entreprise en pensant que je trouverais le bon moment pour lui dire qui j'étais, a dit Miguel. Mais chaque jour, je l'observais. Je voyais moins l'enfant dont je me souvenais, et davantage quelqu'un qui avait appris à survivre en se coupant de tout ce qui ressemblait à une faiblesse. Marcus est resté silencieux pendant un long moment, essayant de comprendre l'impossibilité de ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il a secoué la tête. « Pourquoi tu me racontes ça? Quel est le rapport avec ce qui s'est passé hier ?» Miguel a fouillé dans sa veste et en a sorti un petit carnet usé par l'usage. « Car hier, j'ai vu ma fille détruire quelqu'un qui me rappelait moi-même il y a 20 ans. Un travailleur qui essayait de subvenir aux besoins de son enfant, prêt à accepter n'importe quel boulot, n'importe quelle opportunité. Il a ouvert le carnet, révélant des pages couvertes d'une écriture soignée. Et parce que je pense qu'on peut peut-être s'entraider. Si tu penses que personne ne devrait affronter ce genre d'humiliation tout seul, laisse un like, ça m'aide énormément à raconter d'autres histoires comme celle-ci. S'entraider. Comment ? Miguel avait passé la nuit à reconstituer l'histoire de Marcus à partir de fragments, du CV déchiré qu'il avait ramassé dans le hall, des bases de données des employés auxquels il avait accès pour les contacts d'urgence, des recherches dans les archives publiques effectuées sur les ordinateurs de la bibliothèque pendant ses pauses déjeuner. C'était incroyable tout ce qu'on pouvait apprendre sur quelqu'un si on savait où chercher et si on avait la motivation de creuser. Marcus Rivera, 46 ans, père célibataire, lut Miguel dans ses notes. 18 ans dans le bâtiment. Excellent bilan en matière de sécurité. Plusieurs postes de supervision. Blessé au boulot il y a 14 mois. Demande d'indemnisation contestée. Sa fille Maria, 17 ans, majeure de promotion au lycée Lincoln, acceptée au MIT avec une bourse d'études couvrant uniquement les frais de scolarité. Le visage de Marcus était devenu pâle. « Comment tu sais tout ça ?»« Principalement grâce au registre public, » répondit Miguel doucement. « Et j'ai trouvé des morceaux de ton CV dans la poubelle. Je les ai rassemblés comme un puzzle. » Il a fouillé dans son autre poche et en a sorti un dossier en papier craft. À l'intérieur se trouvaient les fragments du CV de Marcus, soigneusement recollés avec la patience de quelqu'un qui comprend la valeur des choses brisées. Marcus a fixé le document reconstitué, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'il touchait le ruban adhésif qui avait recollé les morceaux de sa vie. « Pourquoi avez-vous fait ça ? » « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi il y a 20 ans, a répondu Miguel. « Parce que je sais ce que c'est que de voir tout ce pourquoi on a travaillé, rejeté, par des gens qui pensent que nos difficultés nous rendent invisibles. » Miguel s'est penché en avant, baissant la voix, jusqu'à murmurer. « Si, mais aussi parce que je pense qu'il y a peut-être un moyen d'envoyer ta fille au MIT et de rappeler à ma fille qui elle était autrefois. » Marcus a levé les yeux brusquement. « Yo, de quoi parlez-vous » Miguel avait passé les heures précédant l'aube à faire des recherches sur la structure de l'entreprise Chen Technologies, ses fondations caritatives, ses engagements publics en faveur de la diversité et de l'éducation. Sofia avait bâti son empire sur le récit de la victoire sur l'adversité, de l'ascension sociale grâce à la détermination et à l'innovation. Dans toutes ses interviews, elle évoquait ses origines modestes, son engagement à aider les jeunes défavorisés, sa conviction que le talent pouvait émerger de n'importe où. Chen Technologies dispose d'un programme de bourse. Miguel a précisé qu'il s'agissait de bourses d'études complètes pour les étudiants prometteurs issus de familles à faible revenu. Ils en attribuent 25 chaque année et les candidatures sont encore ouvertes pour la promotion de première année de l'année prochaine. Marcus a froncé les sourcils. J'ai examiné tous les programmes de bourse d'études du pays. Le MIT ne figurait sur aucune des listes que j'ai trouvées. Parce que ce n'est pas réservé au MIT, a expliqué Miguel. C'est pour n'importe quelle université accréditée proposant des cursus de 4 ans. Les étudiants choisissent où ils veulent aller et Chen Technologies prend tout en charge. Les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les livres et même une allocation pour les frais de subsistance. Et tu penses que Maria pourrait en bénéficier ? Miguel a souri pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « Monsieur Rivera, votre fille a une moyenne de 4, des résultats parfaits au SAT. Et elle a déjà été acceptée dans l'un des programmes d'ingénierie les plus prestigieux du pays. Elle ne remplit pas seulement les conditions requises.
Elle est exactement le type d'étudiante pour lequel ce programme a été conçu. Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, de l'espoir. Pas le genre d'espoir désespéré et avide qui l'avait poussé à se rendre chez Chen Technologies avec un CV manuscrit, mais quelque chose de plus stable, de plus concret. Où est-ce le piège? Les candidatures sont examinées par un comité, dit Miguel avec prudence. Mais les décisions finales sont prises par la PDG, par Sofia. L'espoir vacilla, menaçant de s'éteindre. La même Sofia qui m'a traité de pathétique et a déchiré mon CV. Tu penses qu'elle va accorder une bourse à ma fille? Miguel est resté silencieux un instant, choisissant ses mots avec soin. Je pense que Sofia a oublié qui elle était. Je pense que le succès l'a rendue cruelle d'une manière qui aurait horrifié l'enfant que j'ai élevé. Mais je pense aussi que quelque part sous cette armure, il y a encore une petite fille qui croit qu'il faut aider les gens qui lui rappellent elle-même. Et si tu te trompes, Miguel l'a regardé droit dans les yeux. Alors on essaiera autre chose. Mais monsieur Rivera, qu'avez-vous à perdre? Au pire, elle dira non, et vous serez dans la même situation qu'aujourd'hui. Mais si elle dit oui, Marcus baissa les yeux vers son CV reconstitué, vers le ruban adhésif soigneusement posé pour maintenir ensemble ses 18 années de travail honnête. Quelqu'un avait pensé que ça valait la peine de le sauver, de le reconstituer pièce par pièce. C'était peut-être un signe, ou peut-être était-ce simplement la gentillesse d'un inconnu qui comprenait ce que signifiait être brisé. Que devrais-je faire? Miguel sortit une tablette de son sac, pas son appareil personnel, mais l'une des tablettes de l'entreprise utilisée par le personnel d'entretien pour l'inventaire et les bons de travail. Je peux t'aider à remplir la demande ce soir après mon service. On peut la soumettre via le portail de l'entreprise. Le système indiquera qu'elle provient d'une recommandation d'un employé, ce qui la placera automatiquement dans la pile des dossiers à examiner en priorité. Une recommandation d'un employé? Je ne suis peut-être qu'un concierge, dit Miguel avec un léger sourire. Mais je reste un employé, et les employés sont encouragés à recommander des candidats pour le programme de bourse. Cela fait partie de l'initiative de sensibilisation communautaire de l'entreprise. Marcus fixa l'écran de la tablette sur lequel figurait le logo de Chen Technologies, qui lui avait semblé si intimidant la veille, mais qui ressemblait désormais davantage à une porte qu'à un mur. « Pourquoi tu fais ça? Vraiment ?» Miguel est resté silencieux pendant un long moment, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. Quand il a parlé, sa voix portait le poids de 20 ans de regrets et d'amour sans issue. « Parce que je n'ai pas pu empêcher ma fille de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas, a-t-il dit. Mais peut-être que je peux empêcher la tienne d'abandonner ses rêves. Et peut-être, si on a beaucoup de chance, aider ta fille rappellera à Sofia qui elle était avant. » Le café autour d'eux bourdonnait des conversations discrètes des travailleurs, des équipes de construction planifiant leur journée, des employés de bureau prenant un café avant de se rendre à des emplois qui payaient les factures mais ne réalisaient pas leurs rêves. Miguel et Marcus étaient assis au milieu de tout cela, deux pères séparés par la langue et les origines, mais unis par l'amour intense qu'ils ressentaient pour leur fille et les efforts qu'ils étaient prêts à faire pour protéger leur avenir. « Il y a autre chose », a dit Miguel en fouillant à nouveau dans sa veste. Cette fois, il a sorti une carte de visite. Pas une carte noire mate et coûteuse comme celle de Sofia, mais une simple carte blanche avec du texte noir. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier au sujet des postes pour lesquels tu es qualifié dans l'entreprise. Marcus prit la carte. Elle provenait d'une agence de recrutement spécialisée dans le placement de personnel dans les entreprises technologiques, non pas des programmeurs ou des ingénieurs, mais du personnel de soutien, de gestion des installations, des coordinateurs de projet. Le genre d'emploi qui exigeait des compétences en leadership et le souci du détail plutôt que des diplômes en informatique. « Je connais la propriétaire », dit Miguel. « Elle a placé plusieurs personnes chez Chen Technologies au fil des ans. Si ça t'intéresse, je peux te présenter. » Marcus leva les yeux, surpris. « Faites-le, monsieur Rivera. Hier, vous êtes entré dans ce bâtiment avec pour seul bagage votre espoir et votre dignité. Sofia a pris votre espoir et a essayé de détruire votre dignité, mais vous en êtes sorti la tête haute. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre d'homme que vous êtes. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner la demande de bourse. Miguel a aidé Marcus à naviguer sur le portail en ligne tout en expliquant les réalisations et les aspirations de sa fille. Maria Rivera ressortait des formulaires comme étant exactement le genre d'étudiante que Chen Technologies prétendait soutenir. Brillante, travailleuse, déterminée à utiliser son éducation pour changer le monde. Pendant qu'il travaillait, Miguel a partagé des anecdotes sur Sofia lorsqu'elle était enfant, sur sa curiosité et sa gentillesse, sur la fille qui réparait gratuitement les ordinateurs des voisins
et rêvait d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes plutôt que d'en créer. Marcus s'est presque senti désolé pour la femme qui l'avait humilié, la voyant à travers les yeux d'un père qui se souvenait de l'époque où elle croyait encore en l'aide aux autres. Elle n'a pas toujours été comme ça, a dit Miguel alors qu'il terminait la demande. Le système qui était censé la protéger lui a plutôt appris que la vulnérabilité était dangereuse, que se soucier des autres était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Que lui est-il arrivé après votre expulsion? Le visage de Miguel s'est assombri. 7 familles d'accueil différentes en 5 ans. Certaines étaient bien, d'autres moins. Elle a appris à être autonome parce que personne d'autre ne s'occupait d'elle. À 18 ans, lorsqu'elle a atteint l'âge limite du système, elle avait déjà créé sa première entreprise avec l'argent qu'elle avait gagné en donnant des cours de programmation à d'autres enfants. La candidature était complète, soumise via le portail des employés avec le code de recommandation de Miguel. Dans le système, elle ressemblait à n'importe quelle autre recommandation d'employé, impossible à distinguer des dizaines d'autres, sauf pour la qualité de la candidate et la force de son dossier scolaire. « Combien de temps avant d'avoir une réponse ?» demanda Marcus. « Les candidatures sont examinées tous les mois », répondit Miguel. « La prochaine réunion du comité est dans 2 semaines. Si Maria passe la première sélection, elle sera invitée à un entretien. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, conscients tous deux de l'importance de ce qu'ils venaient de mettre en branle. Miguel avait mis 3 ans à trouver le courage d'aborder sa fille. Et maintenant, il orchestrait un plan qui allait provoquer une confrontation à laquelle il n'était peut-être pas prêt. Marcus confiait l'avenir de sa fille à un inconnu, misant tout sur l'espoir que, quelque part sous l'armure de Sophia Chen, il y avait encore un cœur capable de reconnaître un besoin réel. « Monsieur Vasquez », dit finalement Marcus, utilisant pour la première fois le vrai nom de Miguel. « Que se passera-t-il si ça marche? Que se passera-t-il si Maria obtient la bourse et que Sophia découvre que vous avez contribué à ce que cela arrive ?» Miguel sourit tristement. « Alors peut-être que j'aurai enfin l'occasion d'avoir avec ma fille la conversation que j'aurais dû avoir il y a 20 ans. » Alors qu'il se préparait à partir, Miguel tendit à Marcus un dernier bout de papier, l'impression d'un article tiré d'un magazine technologique datant de 3 ans, avec la photo de Sophia en couverture. Le titre disait « De la famille d'accueil à la fortune. Comment Sophia Chen a bâti son empire ». Sur la photo, elle semblait plus jeune, moins blindée, et pendant un instant, Marcus put voir les traces de l'enfant dont Miguel se souvenait. « Gardez ça », dit Miguel. « Pas pour te rappeler ce qu'elle t'a fait, mais pour te rappeler que les gens qui nous font du mal portent généralement leurs propres blessures. » Ils se séparèrent sur le trottoir devant Rosita. 2 hommes liés par les circonstances et l'espoir, chacun portant le poids de l'amour d'un père, et sachant que les 2 semaines à venir détermineraient si cet amour était assez fort pour guérir 20 ans de douleur et construire un pont au-dessus du gouffre qui séparait Sophia Chen de sa fille. Miguel avait perdu depuis si longtemps. Alors qu'il marchait vers l'arrêt de bus qui le ramènerait chez lui pour quelques heures de sommeil avant sa prochaine garde, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La sensation terrifiante et exaltante de l'espoir. Pour la première fois depuis qu'il avait retrouvé sa fille, il passait à l'action au lieu de se contenter d'observer dans l'ombre. Cela pourrait se terminer en catastrophe, lui coûter le boulot qui lui permettait de rester près d'elle, détruire toute chance de réconciliation. Mais ça pourrait aussi rappeler à Sophia Chen qu'avant d'être PDG, avant d'être une femme qui avait réussi, avant d'être une femme capable de détruire les rêves de quelqu'un sans conséquence, elle avait été une petite fille qui croyait que le plus important au monde était d'aider les autres. Et parfois, pensa Miguel alors que le bus arrivait pour le ramener chez lui, la seule façon de retrouver qui on était avant est d'aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie. La salle de réunion au 42e étage de Chen Technologies avait été conçue pour intimider. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de Seattle, tandis que la table de conférence, un bloc de bois de rose brésilien qui avait coûté plus que le salaire annuel de la plupart des gens, s'étirait comme une piste d'atterrissage sous un éclairage encastré qui mettait tout en relief. Les 12 fauteuils en cuir qui l'entouraient étaient occupés par certaines des personnes les plus puissantes du secteur technologique, des investisseurs en capital risque dont les décisions pouvaient faire ou défaire des industries entières, des membres du conseil d'administration dont la fortune collective dépassait le PIB de petits pays. Sophia Chen était assise en bout de table, dans sa position d'autorité habituelle, vêtue d'un tailleur gris anthracite impeccable, le visage impassible, affichant le masque de confiance qu'elle avait perfectionné au cours d'une décennie de négociations à haut risque. La réunion trimestrielle du conseil d'administration s'était déroulée exactement comme prévu. Les rapports sur les revenus montraient une croissance continue,
les plans d'expansion pour les marchés asiatiques, les discussions sur une éventuelle introduction en bourse qui valoriserait l'entreprise à plus de 5 milliards de dollars. Tout se déroulait selon le scénario soigneusement orchestré qui avait fait de Chen Technologies l'une des entreprises les plus prospères du nord-ouest des États-Unis. Puis Miguel Vasquez est entré dans la pièce. Il n'avait pas sa place ici et tout le monde l'a tout de suite compris. Alors que les membres du conseil d'administration portaient des costumes qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, Miguel était vêtu de l'uniforme standard du personnel d'entretien de Chen Technologies. Un pantalon bleu marine, une chemise bleu clair avec le logo de l'entreprise brodé sur la poche et des bottes de travail qui avaient parcouru des milliers de kilomètres sur des sols polis. Il tenait dans ses mains un dossier en papier craft et une tablette électronique. Des objets qui semblaient absurdement déplacés dans une salle où les décisions étaient prises à l'aide d'ordinateurs portables élégants et de supports de présentation personnalisés. « Sécurité !» dit immédiatement Sophia, d'une voix autoritaire et embarrassée. « Nous avons un intrus dans la salle du conseil. » Mais Miguel ne se dirigea pas vers la sortie. Au lieu de cela, il marcha calmement jusqu'à l'autre bout de la table de conférence, posa son dossier et sa tablette, et regarda sa fille pour la première fois depuis 20 ans. « Je m'appelle Miguel Vasquez, dit-il, sa voix trahissant un léger accent qui s'était accentué avec l'âge et l'émotion. Et je ne suis pas un intrus, je suis actionnaire. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du murmure de la climatisation et du bourdonnement lointain de la ville 42 étages plus bas. Patricia Kowalski, membre du conseil d'administration, une capitale risqueuse avec 30 ans d'expérience dans les OPA hostiles et les guerres d'entreprise, se pencha légèrement en avant. « Excusez-moi. » Miguel ouvrit son dossier avec un soin délibéré, comme quelqu'un qui manipule des documents qui ont été lus et relus jusqu'à ce que leur bord soit usé. En 2015, j'ai investi toutes mes économies, soit 47 000 $, dans une start-up appelée Synergy App, fondée par un programmeur de 18 ans qui travaillait dans un studio à Auckland. Il regarda directement Sophia, dont le visage était devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Cette start-up est devenue Chen Technologies. Ce programmeur de 18 ans est ma fille. La tablette dans les mains de Miguel s'est animée au toucher de son doigt, affichant une présentation qu'il avait préparée pendant des semaines, pendant ses pauses déjeuner et ses nuits blanches. La première diapositive montrait les documents de constitution de 2015, indiquant Miguel Vasquez comme principal investisseur dans Synergy App LLC. La deuxième montrait des relevés bancaires de virements électroniques soigneusement documentés et juridiquement contraignants. La troisième montrait la restructuration de l'entreprise qui avait transformé Synergy App en Chen Technologies et l'investissement initial de Miguel en une entreprise qui valait maintenant environ 235 millions de $. Vous nous dites, a dit David Chen, membre du conseil d'administration et parent de Sophia, malgré le nom de famille commun, que vous êtes le mystérieux investisseur initial que nous n'avons jamais réussi à retrouver. Miguel acquiesça. J'ai utilisé une fiducie créée par un avocat au Mexique. Des formalités administratives complexes destinées à protéger mon investissement et l'entreprise de ma fille de mon statut d'immigrant à l'époque. Il tapota à nouveau la tablette, montrant des documents juridiques qui retraçaient la trace écrite de Miguel Vasquez à la fiducie familiale Esperanza, puis à Synergy App et enfin à Chen Technologies. Je suis propriétaire bénéficiaire d'environ 12% de cette entreprise depuis 8 ans. Sophia se leva lentement, les mains à plat sur la table en bois de rose. C'est impossible. Mon investisseur initial était anonyme, conclut Miguel. De par la nature même du projet, je ne pouvais pas risquer d'être associé à votre entreprise tant que mon statut d'immigrant n'était pas réglé. Je ne pouvais pas risquer de compromettre vos chances en associant le nom d'un père expulsé à votre entreprise. Ces mots frappèrent Sophia comme des coups physiques. Elle fixa l'homme qui venait d'entrer dans son monde soigneusement contrôlé et d'y faire exploser une bombe faite de vérité et de documents juridiques. Le visage était plus âgé, marqué par des décennies de travail acharné et d'inquiétude, mais les yeux étaient indéniables. C'étaient ses yeux, du même brun foncé qui la regardait dans le miroir, avec la même intensité qui l'avait aidé à intimider ses concurrents et les investisseurs qui pensaient qu'une jeune femme ne pouvait pas bâtir un empire. « Toi » murmura-t-elle, et ce mot portait en lui 20 ans de colère, d'abandon et d'espoir désespéré et enfoui. « Tu m'as abandonné. » Miguel perdit son sang-froid pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. « J'ai été expulsé, Mija. Les agents de l'immigration sont venus au milieu de la nuit. Je me suis battu pendant 7 ans pour revenir vers toi,
Mais à ce moment-là, tu avais disparu dans le système. La salle de réunion était devenue le théâtre d'un drame familial des plus intimes. 12 inconnus puissants regardaient Sophia Chen, une femme qui avait bâti sa réputation sur son caractère inébranlable, commencer à s'effondrer en temps réel. Sa respiration était devenue superficielle. Ses mains tremblaient légèrement. Et pour la première fois depuis des décennies, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une femme qui avait passé la moitié de sa vie à croire qu'elle avait été abandonnée par la seule personne qui l'avait vraiment aimée. « Tu aurais pu me retrouver », a-t-elle dit, la voix brisée. « Quand tu es revenu, tu aurais pu. »« J'ai essayé », a dit Miguel, la voix chargée d'émotion. « J'ai engagé des détectives privés. J'ai contacté toutes les agences. J'ai cherché pendant des années. Mais tu avais changé de nom et les dossiers d'adoption d'adultes sont scellés. Tu es devenue Sophia Chen à 18 ans. Sofia Vasquez a disparu. Rebecca Martinez, membre du conseil d'administration et avocate d'entreprise réputée pour son analyse froide, s'est éclaircie la gorge. Même si c'est clairement une affaire personnelle, je ne vois pas pourquoi ça nécessite une réunion du conseil d'administration. Parce que, a dit Miguel, en revenant à l'affaire en cours, il y a 3 jours, j'ai vu le PDG de cette entreprise humilier publiquement un homme qui était venu ici pour chercher du travail. Je l'ai vu déchirer son CV et le faire escorter dehors par la sécurité, sous les yeux de tous les employés présents dans la pièce. Il a tapoté à nouveau sur sa tablette et la présentation est passée à une nouvelle diapositive. Les images de la caméra de sécurité du hall d'entrée, datées de 3 jours plus tôt, montraient la rencontre entre Sofia et Marcus Rivera avec une netteté cristalline. Le son était suffisamment clair pour entendre chaque mot, chaque rire cruel, chaque bruit de papier déchiré. Je travaille dans ce bâtiment depuis 3 ans, a continué Miguel, sa voix devenant plus forte alors qu'il passait du rôle de père en deuil à celui d'actionnaire de l'entreprise, exigeant des comptes. J'ai vu cette entreprise grandir, j'ai vu les bénéfices augmenter, j'ai vu le cours de l'action monter, mais j'ai aussi vu la culture changer. J'ai vu comment les employés sont traités quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. La vidéo a été diffusée en silence. 12 membres du conseil d'administration regardaient leur PDG adopter un comportement qui violait toutes les politiques de diversité et d'inclusion mises en place par l'entreprise. Toutes les déclarations publiques qu'ils avaient faites sur la responsabilité d'entreprise et l'engagement communautaire. Lorsque Sofia a qualifié le CV de Marcus de pathétique et a commencé à le déchirer, plusieurs membres du conseil d'administration ont visiblement grimacé. Cet homme, a déclaré Miguel, en passant à une diapositive montrant le CV reconstitué de Marcus, a 18 ans d'expérience dans la gestion de projet et la direction d'équipe. Il est surqualifié pour une 12aine de postes dans cette entreprise. Il a été rejeté, non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il ne portait pas les vêtements adéquats et ne disposait pas de la technologie appropriée. Patricia Kowalski s'est calée dans son fauteuil, son expression passant de la curiosité à la réflexion. Vous suggérez que notre PDG s'est livré à des pratiques d'embauche discriminatoires. Je suggère que votre PDG a oublié que cette entreprise a été fondée par quelqu'un qui n'avait rien au départ, répondit Miguel. Quelqu'un qui savait ce que c'était que d'avoir besoin d'aide et de ne pas pouvoir s'offrir les vêtements ou la technologie adéquate. Sofia était restée debout pendant toute la présentation de Miguel, son visage passant par toutes sortes d'émotions comme un diaporama défectueux. Colère, chagrin, reconnaissance, honte. Elle retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût rauque et tendue. « Vous ne comprenez pas », dit-elle en regardant autour de la table les membres du conseil d'administration qui la regardaient comme si elle était une étrangère. « J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je travaillais 18 heures par jour. Je vivais de nouilles ramen. J'ai tout sacrifié pour devenir quelqu'un qui détruit l'espoir des autres pour le plaisir. » Miguel demanda doucement. « Est-ce à cela que ressemble le succès, Sofia? C'est ce que tu voulais devenir ?» La question resta en suspens dans l'air comme une accusation. Sofia fixa son père. Son père. Après avoir cru pendant 20 ans qu'il était simplement parti, elle sentit quelque chose changer en elle. L'armure qu'elle avait construite, les murs qu'elle avait érigés, la personnalité qu'elle s'était forgée pour survivre dans un monde qui ne lui avait jamais montré de pitié, tout cela lui semblait soudain insupportablement lourd. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais que tu étais parti. Je pensais que tu ne voulais pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit Miguel. Et sa voix portait le poids de 2 décennies de chagrin refoulé. Chaque dollar que j'ai investi dans ton entreprise, chaque nuit que j'ai passée à nettoyer tes bureaux, chaque fois que je t'ai regardé à travers ces fenêtres travailler jusqu'à minuit, tout ça, c'était parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. David Chen, membre du conseil d'administration, regarda le père et la fille,
puis ses collègues. C'est sans précédent. On doit en discuter. Il y a plus, dit Miguel, reprenant sa présentation. Cette fois, la diapositive montrait la photo de classe de Maria, la fille de Marcus Rivera, ses résultats scolaires, sa lettre d'acceptation au MIT. Il y a 3 jours, pendant que tu humiliais cet homme dans ton hall d'entrée, sa fille était à l'école, convaincue que son père trouverait un moyen de réaliser ses rêves. Elle allait été acceptée au MIT avec une bourse d'études complète. Mais celle-ci ne couvre que les frais de scolarité, le logement, la pension, les livres et les frais de subsistance. Cela représente 40 000 $ supplémentaires par an qu'ils n'ont pas. La diapositive suivante montrait le programme de bourse d'études de Chen Technologies, l'initiative même que Sophia avait lancée 2 ans plus tôt en grande pompe et avec une large couverture médiatique. La diversité dans l'enseignement des STEM, ouvrir les portes aux leaders de demain. La devise du programme était 25 bourses d'études complètes par an pour des étudiants prometteurs issus de familles à faible revenu. Hier, a poursuivi Miguel, M. Rivera et moi avons soumis une candidature pour sa fille via le système de recommandation des employés. Maria Rivera est exactement le type d'étudiante que ce programme a été conçu pour aider. Des notes parfaites, des résultats exceptionnels au test. Admise dans l'un des programmes d'ingénierie les plus prestigieux au monde, il a regardé Sophia droit dans les yeux. La candidature est actuellement dans ta boîte de réception, en attente d'une approbation finale. Une signature de votre part, et cette jeune fille pourra poursuivre ses rêves. Une signature, et peut-être vous souviendrez-vous de ce que l'on ressentait en croyant que le succès devait élever les gens au lieu de les rabaisser. Sophia s'enfonça dans son fauteuil, submergée par l'ampleur de ce qui se passait. En l'espace de 20 minutes, sa compréhension de toute sa vie avait été fondamentalement bouleversée. Le père qu'elle avait détesté pour l'avoir abandonné s'était en fait battu pour revenir vers elle. Le succès qu'elle avait bâti grâce à sa détermination sans faille l'avait transformé en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. L'homme qu'elle avait humilié dans le hall était lié à son histoire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Vous m'avez observé », dit-elle finalement. « Pendant 3 ans, vous êtes resté dans cet immeuble à m'observer. » Miguel acquiesça. « J'ai trouvé un emploi ici dans l'espoir de trouver le courage de vous aborder. Chaque soir, je nettoyais autour de votre bureau pendant que vous travailliez. Je vous ai vu vous endormir dans votre bureau, travailler pendant les vacances, vous pousser jusqu'à l'épuisement, et vous n'avez jamais rien dit. J'avais honte, admit Miguel. Honte d'être parti si longtemps. Honte d'être juste un concierge dans l'entreprise que ma fille avait créée. Honte que vous soyez peut-être mieux sans moi. » Rebecca Martinez avait pris des notes tout au long de la présentation. Son esprit juridique analysait les implications. « Monsieur Vasquez, que demandez-vous exactement à ce conseil d'administration ?» Miguel se redressa, endossant pleinement le rôle d'actionnaire inquiet plutôt que celui de père en deuil. « Je vous demande de tenir votre PDG responsable d'un comportement qui viole les valeurs déclarées de l'entreprise et expose potentiellement Chen Technologies à une responsabilité juridique importante. Je vous demande de vous demander si quelqu'un qui traite les candidats à un emploi avec une telle cruauté est apte à représenter cette entreprise dans les forums publics. » Et personnellement, Patricia Kowalski a demandé « Que voulez-vous de votre fille ?» Miguel a regardé Sophia, voyant au-delà du costume coûteux et de la façade soigneusement contrôlée la petite fille qui l'aidait à réparer les ordinateurs dans leur garage. « Je veux qu'elle approuve la demande de bourse de Maria Rivera. Je veux qu'elle présente personnellement ses excuses à Marcus Rivera pour ce qu'elle a fait. Et je veux qu'elle se souvienne que le plus grand succès au monde ne signifie rien si tu dois devenir quelqu'un d'horrible pour l'atteindre. » La salle du conseil est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de Patricia Kowalski tapotant son stylo contre son bloc-notes. Et si tu veux entendre d'autres histoires vraies où les puissants finissent par rendre des comptes, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Finalement, elle a pris la parole. Ce conseil doit discuter de ces questions en séance à huis clos. « Sophia, je vais te demander de sortir pendant que nous délibérons. » Sophia se leva lentement, les jambes chancelantes. Arrivée à la porte, elle se retourna vers Miguel. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Depuis combien de temps me cherchez-vous ?»« Tous les jours depuis 20 ans, répondit-il. « Et maintenant que je vous ai trouvé, je ne vous laisserai pas disparaître à nouveau. » La délibération a duré 3 heures. À travers les fenêtres de la salle de conférence, Miguel pouvait voir Sophia dans son bureau d'angle, affalée sur sa chaise, le regard perdu dans le vide. Elle n'avait pas bougé depuis 2 heures, n'avait pas répondu au téléphone, n'avait pas répondu aux messages de plus en plus frénétiques de son assistante. Elle avait l'air de quelqu'un dont tout l'univers venait d'être révélé comme une illusion. Quand le conseil d'administration les a finalement rappelés dans la salle,
Patricia Kowalski avait l'air grave. « On a pris plusieurs décisions », a-t-elle annoncé. D'abord, Sophia Chen est virée de son poste de PDG de Chen Technologies avec effet immédiat en attendant une enquête complète sur sa conduite et ses pratiques de direction. On a entendu Sophia retenir son souffle dans toute la pièce. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous pouvons le faire et nous l'avons fait », dit David Chen d'un ton ferme. « Votre comportement envers M. Rivera n'était pas seulement moralement répréhensible. Il était passible de poursuites judiciaires. L'entreprise pourrait faire l'objet de poursuites pour discrimination, de plaintes pour environnement de travail hostile et subir un préjudice important à sa réputation publique. » Rebecca Martinez consulta ses notes. « Cependant, vous conserverez votre poste de directrice de la technologie et votre participation dans l'entreprise. Vos contributions techniques sont indéniables et votre vision a été cruciale pour notre succès. Mais ton style de leadership est devenu un handicap que ce conseil d'administration ne peut ignorer. » Miguel ne ressentait aucune satisfaction à voir sa fille détruite professionnellement. Il voulait qu'elle rende des comptes, pas qu'elle soit anéantie. Mais les membres du conseil d'administration étaient avant tout des hommes d'affaires, et ils avaient pris une décision mûrement réfléchie pour protéger l'entreprise des conséquences de la cruauté de Sophia. Deuxièmement, a poursuivi Patricia, ce conseil demande au PDG par intérim d'approuver immédiatement la demande de bourse de Maria Rivera et de présenter des excuses publiques à Maria et à son père. Monsieur Rivera se verra également proposer un poste dans notre service de gestion des installations, à la hauteur de son expérience et de ses qualifications. Troisièmement, a ajouté David, Monsieur Vasquez, votre participation dans le capital de la société vous donne droit à un siège au sein de ce conseil, si vous choisissez de l'accepter. Votre point de vue en tant qu'investisseur initial et personne qui comprend l'entreprise de fond en comble pourrait être inestimable. Miguel a regardé autour de la table les 11 visages qui le regardaient avec impatience. Une semaine auparavant, il était invisible. Un homme en uniforme qui vidait les poubelles et lavait les sols. Aujourd'hui, on lui offrait un siège à la table où se prenaient les décisions les plus importantes. « Je vais y réfléchir », dit-il finalement. « Mais d'abord, je dois parler avec ma fille. » La salle de réunion se vida lentement, ne laissant que Miguel et Sophia face à face, séparés par la table en bois de rose brésilien. Sophia semblait plus petite, comme diminquée par la perte de son titre et le poids des révélations qu'elle était encore en train d'assimiler. « 20 ans, dit-elle finalement. Tu m'as cherché pendant 20 ans. » Miguel acquiesça. « Je n'ai jamais cessé de croire que je te retrouverais. Même quand les avocats ont dit que c'était sans espoir, même quand les enquêteurs n'ont rien trouvé, je n'ai jamais perdu espoir. J'ai bâti cette entreprise en pensant que j'étais seule, dit Sophia d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, en pensant que je devais être impitoyable parce que personne ne prendrait soin de moi si je ne réussissais pas. Tu n'as jamais été seule, répondit Miguel. Tu ne pouvais simplement pas me voir. Sophia regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait sous leurs yeux, l'empire qu'elle avait bâti et qu'elle avait failli perdre en un seul après-midi. Je suis devenu quelqu'un d'horrible, n'est-ce pas? Tu es devenu quelqu'un d'effrayé, corrigea Miguel doucement. Quelqu'un qui confondait la force avec la cruauté, le succès avec l'isolement. Mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Pour la première fois en 20 ans, Sophia Chen pleura. Pas les larmes contrôlées de l'émotion stratégique qu'elle avait apprise à déployer dans les négociations, mais les sanglots bruts et laids d'une enfant qui avait enfin trouvé le chemin de la maison. Miguel se leva et contourna la table, prenant sa fille dans ses bras comme il le faisait quand elle était petite et que le monde lui semblait trop grand et effrayant pour qu'elle puisse s'y retrouver seule. « Je suis désolée », murmura-t-elle contre son épaule. « Je suis tellement désolée de ce que je suis devenue. »« Moi aussi, je suis désolée », répondit Miguel en la serrant dans ses bras alors qu'elle s'effondrait et entamait le long processus de reconstruction. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger et t'empêcher de devenir quelqu'un que tu devais être pour survivre. » Dehors, Seattle continuait son quotidien, sans se douter que dans une salle de réunion au 42e étage, un père et sa fille avaient enfin la conversation qu'ils auraient dû avoir 20 ans plus tôt. C'était une conversation sur l'amour et la perte, sur le prix à payer pour réussir, et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui on était avant que le monde nous apprenne à être quelqu'un d'autre. Et dans un petit appart de l'autre côté de la ville, Marcus Rivera répondait au téléphone pour apprendre que les rêves de sa fille étaient sur le point de se réaliser, grâce à un homme qui avait passé 2 décennies à prouver que certains types d'amour sont assez forts pour combler n'importe quelle distance, survivre à n'importe quelle séparation et guérir même les blessures les plus profondes. La pluie avait commencé avant l'aube et ne semblait pas vouloir s'arrêter, transformant les rues de Seattle en rivières grises qui reflétaient les nuages bas comme des miroirs brisés.
Sophia Chen était assise dans sa Range Rover devant l'immeuble de Marcus Rivera, le moteur en marche, mais les mains gelées sur le volant. Elle était là depuis 20 minutes, regardant l'eau ruisseler sur le pare-brise, essayant de trouver le courage de franchir ses portes et d'affronter l'homme dont elle avait tenté de détruire la dignité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion du conseil d'administration qui lui avait retiré son titre et l'avait forcée à affronter la personne qu'elle était devenue. 3 semaines de nuits blanches passées à fixer le plafond de son appartement-terrasse, entouré de meubles coûteux et d'œuvres d'art abstraits qui lui avaient autrefois semblé être des trophées, mais qui lui apparaissaient désormais comme la preuve de tout ce qu'elle avait perdu dans sa quête du succès. Le bureau d'angle avait disparu. L'assistante de direction avait disparu. Le flux constant de réunions et de décisions qui avait défini son existence pendant une décennie avait disparu. Tout ça s'était évaporé en l'espace d'un seul après-midi. Mais le plus dur n'était pas l'humiliation professionnelle ou les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Le plus dur était de se regarder dans le miroir et de voir une étrangère, quelqu'un qui avait oublié que le succès était censé vous rendre plus humain, et non moins. Miguel était assis à côté d'elle sur le siège passager. Sa présence était à la fois réconfortante et stimulante, d'une manière qu'elle apprenait encore à gérer. Avoir un père, après avoir cru pendant 20 ans qu'elle était fondamentalement seule au monde, c'était comme apprendre une nouvelle langue, des sons familiers, qui avaient une signification différente de celle qu'elle avait toujours supposée. Ils avaient passé les 3 dernières semaines à discuter, à vraiment discuter, parfois jusqu'au lever du soleil, comblant les lacunes de 2 décennies avec des histoires et des explications, et le travail lent et minutieux de reconstruction de la confiance. Il lui avait parlé de ses années au Mexique, de son boulot de mécanicien à Tijuana, où il bossait 18 heures par jour pour économiser de l'argent pour payer les avocats et les frais d'immigration. Des nuits qu'il avait passées à fixer le plafond de son studio, se demandant si sa fille allait bien, si elle mangeait à sa faim, si quelqu'un l'aidait à faire ses devoirs, ou lui apprenait à conduire, ou simplement l'écoutait quand elle avait besoin de parler. Il lui a parlé de la culpabilité qui le rongeait comme de l'acide, du fait de savoir que sa petite fille était quelque part dans le monde, apprenant à survivre sans lui. Sophia lui a parlé des familles d'accueil, du fait d'apprendre à mettre toutes ses affaires dans un seul sac poubelle parce que la permanence était une illusion et que la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle lui avait parlé de la famille qui verrouillait le frigo la nuit et de celle qui avait complètement oublié son 14e anniversaire. Elle lui avait parlé du moment où elle avait compris que pour survivre, elle devait devenir quelqu'un qui n'avait besoin ni de la permission, ni de la gentillesse, ni de l'amour de personne. « Tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui », dit Miguel doucement, sa voix couvrant le bruit de la pluie sur le métal. « On peut attendre que tu sois prête. » Sophia secoua la tête, lâchant enfin le volant. « J'ai attendu 3 semaines. Si j'attends plus longtemps, je vais me convaincre que ce n'est pas obligatoire. » Il a 4 ans. Elle se tourna vers lui. Cet homme qui avait les mêmes yeux et le même menton obstiné qu'elle, qui avait investi toutes ses économies dans son entreprise quand elle avait 18 ans, désespérée et brillante. De plus, Maria Rivera commence au MIT dans 6 semaines. Si on veut bien faire les choses, on doit le faire maintenant. La lettre de bourse avait été la partie la plus facile. Sophia l'avait signée le jour même où le conseil d'administration avait voté sa destitution en tant que PDG. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle avait écrit son nom sur le document qui allait changer la vie de Maria Rivera. Les frais de scolarité, le logement, la pension, les livres et une allocation qui lui permettrait de se concentrer sur ses études au lieu de travailler 20 heures par semaine pour survivre. C'était le moins qu'elle puisse faire, mais cela ne suffisait pas pour réparer le tort qu'elle avait causé au père de la jeune fille. L'immeuble était ancien, construit peut-être dans les années 70, avec des murs de briques qui avaient pris une teinte rouge poussiéreuse et des fenêtres donnant sur une cour où des vélos d'enfants étaient appuyés contre une clôture grillagée. C'était le genre d'endroit où les gens vivaient lorsqu'ils reconstruisaient leur vie, lorsqu'ils essayaient de joindre les 2 bouts tout en conservant un semblant de dignité. Sophia avait vécu dans des endroits comme celui-ci. Elle avait appris à considérer des appartements anonymes comme son chez-soi, car on se sent chez soi là où on dort. Ils montèrent 2 étages, leurs pas résonnant dans une cage d'escalier qui sentait vaguement les épices et les produits d'entretien. Miguel portait un dossier contenant l'offre d'emploi de Marcus en tant que directeur des relations communautaires, chargé de superviser un nouveau programme qui mettrait en relation Chen Technologies avec des organisations locales au service des familles à faible revenu. C'était un vrai boulot avec de vraies responsabilités, pas de la charité déguisée en emploi,
mais une chance pour quelqu'un avec l'expérience de Marcus de faire la différence au-delà des rapports de bénéfices trimestriels. Sophia frappa à la porte marquée 2B. Ses jointures avaient à peine touché le bois qu'elle entendit des pas s'approcher. La porte s'ouvrit sur une adolescente aux cheveux noirs, attachée en queue de cheval et aux yeux brillants d'intelligence et de curiosité. Ça devait être Maria Rivera, la fille dont l'avenir était devenu un champ de bataille entre le passé et le présent de Sophia. « Je peux vous aider ?» demanda Maria, d'une voix polie mais prudente. Elle portait un sweatshirt du MIT qui semblait neuf, probablement un cadeau de son père pour l'aider à visualiser le rêve qui semblait impossible quelques semaines auparavant. « On est là pour voir ton père », dit Sophia. Sa voix était plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Je suis Sophia Chen, de Chen Technologies. » Une lueur de reconnaissance passa sur le visage de Maria, rapidement suivie d'une expression plus difficile à déchiffrer. Elle avait probablement entendu parler de ce qui s'était passé dans le hall. Elle savait sans doute que cette femme était la raison pour laquelle son père était rentré à la maison ce jour-là, l'air complètement vidé. « Papa » appela Maria par-dessus son épaule, sans quitter Sophia et Miguel des yeux. « Quelqu'un est là pour te voir. » Marcus apparut dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, son expression passant de la curiosité à la lassitude lorsqu'il vit qui se tenait dans son couloir. Il semblait plus âgé qu'il y a 3 semaines, usé par le chômage et l'incertitude, mais ses épaules étaient toujours droites et ses yeux conservaient cette dignité tranquille qui avait impressionné Miguel dès le début. « Mademoiselle Chen », dit Marcus d'une voix soigneusement neutre. « Monsieur Vasquez, je ne vous attendais pas. » Sophia se força à le regarder dans les yeux, à dépasser son propre malaise pour voir l'homme à qui elle avait fait du tort. « Pouvons-nous entrer? J'ai des choses à dire, et je préfère ne pas les dire dans le couloir. » Marcus hésita un instant, puis s'écarta pour les laisser entrer. L'appartement était petit, mais super propre, avec des meubles clairement choisis pour leur durabilité plutôt que leur style. Des photos de famille couvraient un mur. Maria à différents âges, des événements scolaires, des fêtes d'anniversaire. Le témoignage soigné d'un père, faisant de son mieux pour créer des souvenirs malgré des moyens limités. Sophia se surprit à regarder une photo de Maria, âgée d'environ 10 ans, souriant à côté d'un projet scientifique sur les énergies renouvelables, et sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Je vous sers un café? De l'eau » demanda Marcus, reprenant ses habitudes d'hospitalité, même dans une situation délicate. « Un café, ce serait sympa » répondit Miguel, ce qui lui valut un regard reconnaissant de la part de Sophia. Elle eut besoin d'un moment pour trouver ses mots, pour organiser les excuses qu'elle répétait depuis 3 semaines afin qu'elles semblent sincères plutôt que préparées. Ils s'assirent dans le petit salon pendant que Marcus et Maria s'affairaient dans la cuisine, leur conversation trop basse pour être entendue, mais leurs gestes suggérant un débat sur l'opportunité de faire confiance à ces visiteurs inattendus. Sophia profita de ce moment pour étudier l'espace que Marcus avait créé pour sa fille, la bibliothèque remplie de manuels scolaires avancés et de romans classiques. Le bureau était placé près de la fenêtre pour profiter de la meilleure lumière. La petite collection de récompenses et de certificats témoignait d'une jeune femme brillante élevée par un père qui comprenait la valeur de l'éducation, même s'il n'avait pas les moyens de la lui offrir facilement. « Tenez », dit Maria en revenant avec un plateau de tasses à café et une assiette de biscuits qui semblait fait maison. Elle avait perdu un peu de sa lassitude initiale, remplacée par la curiosité propre à une jeune fille de 17 ans qui découvrait quelque chose qui sortait de son expérience habituelle. Sophia accepta le café avec gratitude, en roulant ses mains autour de la céramique chaude comme si c'était une encre. « Merci et félicitations pour le MIT. C'est une réussite incroyable. » Le visage de Maria s'illumina d'une joie qui venait du fait que quelqu'un reconnaissait quelque chose pour lequel elle avait travaillé pendant des années. « Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. »« C'est réel, » dit Sophia. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui poussa Marcus et Maria à la regarder de plus près. « Et vous l'avez mérité. »« Ok, ça. » Et elle. Marcus s'installa dans un fauteuil en face du canapé où Sophia et Miguel étaient assis, toujours sur ses gardes, mais sans hostilité manifeste. « Mademoiselle Chen, je vous remercie d'être venue, mais je ne comprends pas bien de quoi il s'agit. » Sophia posa sa tasse de café et prit une inspiration qui lui donna l'impression de plonger dans de l'eau froide. « Il s'agit du fait qu'il y a 3 semaines, je vous ai traité comme si vous étiez invisible, sans valeur, indigne de mon attention. Il s'agit du fait que je vous ai pris votre espoir et votre dignité, et que j'ai essayé de les détruire devant une salle remplie de gens qui auraient dû savoir mieux que de rester là à regarder. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une confession.
Maria regarda son père et Sofia, commençant à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une réunion de travail, mais de quelque chose de plus personnel et de plus compliqué. « Je t'ai humilié parce que j'avais peur », continua Sofia, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle surmontait son malaise. « Pas peur de toi en particulier, mais peur de ce que tu représentais. Tu me rappelais d'où je venais, ce que j'étais avant d'apprendre à me protéger derrière le succès et à me convaincre que la cruauté n'était qu'une autre stratégie commerciale. » Marcus scruta son visage, cherchant des signes de manipulation ou de contrôle des dégâts, mais ne trouvant que l'honnêteté brute de quelqu'un qui disait enfin la vérité après des années à se mentir à elle-même. « J'ai grandi dans des familles d'accueil », dit Sofia, s'adressant autant à Maria qu'à Marcus. 7 foyers différents entre 12 et 18 ans. J'ai appris très tôt que le monde était divisé entre ceux qui avaient du pouvoir et ceux qui n'en avaient pas, et j'étais déterminée à ne plus jamais être impuissante. Elle regarda autour d'elle, voyant désormais l'appartement, non pas comme la preuve de difficultés financières, mais comme la preuve d'amour et de détermination. Mais à un moment donné, j'ai confondu le fait d'avoir du pouvoir avec le fait de l'utiliser pour faire du mal aux gens. J'ai oublié que la force était censée protéger les autres, et non les détruire. Miguel tendit la main et la posa sur le bras de Sofia, un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu aux yeux de Marcus et Maria. « Ma fille a passé les 3 dernières semaines à se souvenir de qui elle était, » dit-il doucement, « et à essayer de déterminer qui elle veut devenir. » Acquiesça Sofia, reconnaissante de la présence de son père d'une manière qu'elle apprenait encore à exprimer. La bourse pour Maria n'était qu'un début. Je veux faire plus pour ta famille et pour d'autres familles comme la tienne. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si tu peux me pardonner. Pas comme une transaction commerciale ou une manœuvre de relations publiques, mais comme un être humain qui en demande un autre une seconde chance. Marcus est resté silencieux pendant un long moment, ses yeux passant du visage de Sofia à l'expression fascinée et de plus en plus compréhensive de sa fille. Finalement, il prit la parole. « Mademoiselle Chen, il y a 3 semaines, vous m'avez fait me sentir plus petit que je ne me suis jamais senti de toute ma vie. Vous avez pris 18 ans de travail honnête et vous les avez rendus inutiles. Vous m'avez humilié devant des gens qui se souviendront probablement de ce moment plus longtemps que de tout autre aspect de ma personne. » Sofia grimaça, mais ne détourna pas le regard. Elle méritait d'entendre ça. Elle avait besoin de comprendre toute la portée de ce qu'elle avait fait. Mais Marcus a continué. « J'ai aussi passé les 3 dernières semaines à voir le visage de ma fille s'illuminer chaque fois qu'elle parle du MIT, sachant que ce rêve n'est possible que grâce aux décisions que vous avez prises après ce jour-là. Je suis donc prêt à écouter ce que vous avez à dire. » Sofia a senti quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas exactement du soulagement, mais la possibilité d'une rédemption. « On veut vous offrir un poste, » dit-elle. « Un vrai poste avec de vraies responsabilités, pas une forme de charité déguisée en emploi. » Miguel ouvrit son dossier et tendit un paquet de documents à Marcus. « Directeur des relations communautaires pour Chen Technologies. Vous serez chargé de développer des partenariats avec des organisations locales, de créer des programmes pour aider les familles défavorisées à accéder à la technologie et aux ressources éducatives, et de superviser notre programme de bourses élargies. » Marcus lut la description du poste et l'offre salariale, les sourcils légèrement relevés. C'était plus que ce qu'il gagnait en tant que chef de chantier, avec tous les avantages sociaux et une participation au capital. C'est un vrai poste avec un vrai budget et une vraie autorité. Sofia confirma que le conseil d'administration avait approuvé le nouveau département à l'unanimité. Ils veulent quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Quelqu'un qui ne traitera pas les familles que nous aidons comme des statistiques ou des opportunités de relations publiques. Maria se pencha par-dessus l'épaule de son père pour lire les documents, contenant à peine son excitation. « Papa, c'est parfait pour toi. Tu te souviens quand tu disais que tu voulais aider d'autres enfants à avoir les mêmes chances que moi ?» Marcus regarda sa fille, voyant l'espoir et la fierté dans ses yeux, puis se tourna vers Sofia et Miguel. « Pourquoi moi ? Il doit y avoir des centaines de personnes plus qualifiées pour ce genre de travail. » Parce que Sofia a dit « Tu es quelqu'un qui sait garder sa dignité quand le monde essaie de te la prendre. Tu es quelqu'un qui continue à se battre pour sa famille, même quand tout est contre toi. Et parce qu'il y a 3 semaines, alors que j'étais au plus bas, tu m'as quand même traité comme un être humain. » Sofia fouilla dans son sac à main et en sortit un autre document. Celui-ci portait l'entête d'un cabinet d'avocats plutôt que celui de Chen Technologies. « Il y a autre chose. Je crée une fondation spécialement dédiée à aider les enfants de parents célibataires. Bourse d'études complète, programme de mentorat, aide financière d'urgence pour les familles en difficulté. » Elle tendit le document à Marcus, les mains désormais fermes. « Je la finance à hauteur de 50 millions de dollars provenant de mes avoirs personnels et je veux que tu m'aides à la diriger.
pas en tant qu'employé, mais en tant que partenaire. Quelqu'un qui comprend les familles que nous allons aider, car tu as fait partie de ces familles. » Marcus fixa les documents juridiques, les chiffres qui représentaient plus d'argent qu'il n'aurait jamais imaginé gérer, et encore moins contrôler. « Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu ça ? » « Parce que mon père a passé 20 ans à me chercher. Et quand il m'a enfin trouvé, il a découvert que j'étais devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, » a dit Sofia, la voix chargée d'émotion. « Parce que Maria mérite de poursuivre ses rêves et qu'il y a des milliers d'autres enfants comme elle qui méritent la même chance. Et parce que peut-être qu'aider les autres à se souvenir de leurs valeurs m'aidera à me souvenir de la mienne. » Miguel regardait sa fille avec une fierté tranquille, voyant des aperçus de l'enfant qu'il avait élevé. La fille qui passait autrefois ses week-ends à réparer les ordinateurs de ses voisins âgés qui n'avaient pas les moyens de payer un réparateur. « Sofia a eu une seconde chance, » dit-il à Marcus. « Elle espère que tu lui donneras l'occasion de prouver qu'elle la mérite. » Maria regarda les adultes dans la pièce, sa perspective d'adolescente tranchant avec une clarté surprenante la complexité de la culpabilité et de la rédemption. « Mademoiselle Chen, je peux te poser une question ?» Sofia acquiesça. « Quand tu étais en famille d'accueil, y a-t-il eu quelqu'un qui t'a aidé? Quelqu'un qui a vu ton potentiel alors que tu ne le voyais pas toi-même ?» Sofia réfléchit à la question, se souvenant de Madame Patterson, la bibliothécaire de son lycée, qui était restée après les cours pour l'aider à apprendre la programmation, qui avait rédigé des lettres de recommandation pour des bourses et n'avait jamais rien demandé en échange. « Oui, » dit-elle doucement. « Il y avait quelqu'un. Alors tu sais à quel point c'est important, » dit simplement Maria. « Pas seulement l'argent, mais le fait d'avoir quelqu'un qui croit en toi quand tu ne peux pas te permettre de croire en toi-même. » La sagesse de cette remarque frappa Sofia comme un coup physique. Elle avait passé des années à se dire que son succès était entièrement dû à elle-même, qu'elle s'était hissée au sommet grâce à sa détermination et à son intelligence. Mais la vérité était plus compliquée. Elle avait reçu de l'aide en cours de route, des gens qui avaient vu son potentiel et l'avaient encouragée, qui lui avaient ouvert des portes et créé des opportunités qu'elle était trop fière pour reconnaître. « Votre fille est remarquable, » dit Sofia à Marcus, qui était encore en train d'assimiler l'ampleur de ce qui était offert à sa famille. « Elle tient ça de sa mère, » répondit Marcus automatiquement, puis il se reprit. « Mais j'aime à penser que j'ai contribué à forger son caractère. »« C'est le cas, » dit Sofia avec certitude. « Elle a votre dignité, votre détermination, votre refus d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Ce ne sont pas des traits de caractère que l'on peut enseigner dans une salle de classe. Ce sont des choses que l'on apprend en observant chaque jour quelqu'un que l'on aime les mettre en pratique. » Marcus posa les documents et regarda Sofia droit dans les yeux. « Si j'accepte ce poste, si on fait ça ensemble, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste par culpabilité ou pour les relations publiques. J'ai besoin de savoir que tu comprends la responsabilité qui va avec ce genre de pouvoir. » Sofia soutint son regard sans broncher. « Mademoiselle Rivera, il y a 3 semaines, j'ai utilisé mon pouvoir pour essayer de détruire l'espoir de quelqu'un. Je veux passer le reste de ma carrière à l'utiliser pour construire de l'espoir à la place. Je ne peux pas promettre que je serai parfait. J'apprends encore à être la personne que je veux être plutôt que celle que je pensais devoir être. Mais je peux promettre que je n'oublierai plus jamais ce que l'on ressent lorsqu'on a besoin d'aide et que quelqu'un refuse de nous l'apporter. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui s'installe lorsque des gens prennent des décisions qui vont changer le cours de leur vie. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur du petit appartement, quelque chose de nouveau était en train de se former. Pas seulement le pardon, mais la possibilité d'une transformation. « D'accord », a finalement dit Marcus. « Allons-y. » La célébration qui a suivi était calme mais profonde. Maria a serré son père dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle se permettait enfin de croire que tout ce dont elle rêvait allait vraiment se réaliser. Miguel serra la main de Sofia, les yeux brillants de cette fierté que l'on ressent quand on voit quelqu'un qu'on aime choisir de devenir la meilleure version de lui-même. Et Sofia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le poids d'un objectif qui dépassait les marges bénéficiaires, le cours des actions et les rapports trimestriels. Au cours de l'heure qui suivit, ils discutèrent des détails pratiques, des dates de démarrage, des locaux et de la logistique nécessaire pour créer un programme à partir de zéro. Mais derrière cette conversation professionnelle se cachait quelque chose de plus important. La prise de conscience qu'ils étaient en train de créer, quelque chose qui leur survivrait tous, quelque chose qui toucherait des vies d'une manière qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni mesurer. « Il y a encore une chose », dit Sofia, alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Elle sortit son téléphone et leur montra une photo d'un bâtiment dans le centre-ville de Seattle,
un ancien centre communautaire vacant depuis 2 ans. Je vais acheter cet endroit. Je veux le transformer en centre de ressources, des laboratoires informatiques, des programmes de tutorat, des cours de préparation à l'université, des formations professionnelles, un endroit où les familles pourraient obtenir l'aide dont elles ont besoin sans avoir à la mendier ou à prouver qu'elles la méritent. Marcus a étudié la photo, son esprit réfléchissant déjà aux possibilités. Il faudrait que ce soit plus que de simples services, a-t-il dit. Il faudrait que ce soit une communauté, un endroit où les gens pourraient venir, non seulement lorsqu'ils ont besoin d'aide, mais aussi lorsqu'ils ont quelque chose à offrir. Exactement, dit Sophia, de plus en plus enthousiaste à mesure qu'elle parlait. Un endroit où des personnes qui ont réussi, comme Maria, peuvent revenir et encadrer d'autres enfants, où quelqu'un comme mon père peut partager ses connaissances et son expérience, où la dignité n'est pas quelque chose qu'il faut mériter, mais quelque chose qui vous est donné simplement parce que vous franchissez la porte. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Maria s'approcha de Sophia avec la franchise que seuls les adolescents peuvent avoir. « Mademoiselle Chen, puis-je vous poser une dernière question ?» Sophia acquiesça. « Quand vous aviez mon âge, que vouliez-vous faire quand vous seriez grande ?» Sophia sourit, se souvenant de la jeune fille qui passait ses nuits à apprendre à coder à la lueur d'une bougie, parce que sa famille d'accueil coupait l'électricité après 21 heures. « Je voulais construire des choses qui aideraient les gens. Je voulais utiliser la technologie pour résoudre des problèmes et améliorer la vie de famille comme la mienne. Alors peut-être, dit Maria avec une sagesse qui démentait ses 17 ans, tu deviens enfin celle que tu as toujours voulu être. » Le trajet de retour vers l'appartement de Sophia fut silencieux. Elle et Miguel étaient perdus dans leurs pensées, tandis que la silhouette de Seattle émergeait de l'après-midi pluvieux. Ils avaient accompli ce qu'ils étaient venus faire. Marcus avait accepté l'offre d'emploi. Les documents de la fondation étaient signés et l'achat du centre communautaire serait finalisé dans la semaine. Mais plus que ça, ils avaient entamé le processus de guérison de blessures qui semblait trop profonde pour être réparée. « Je suis fier de toi », dit Miguel alors qu'ils entraient dans le garage de l'immeuble de Sophia. « Pas à cause de l'argent ou des programmes, mais parce que tu as choisi d'être vulnérable. Tu as choisi d'admettre que tu avais tort et de demander de l'aide pour réparer ça. » Sophia coupa le moteur, mais ne fit aucun geste pour sortir de la voiture. Je n'arrête pas de penser à ce que Maria a dit à propos de devenir enfin celle que j'ai toujours voulu être. J'avais oublié que cette version de moi-même existait. Elle n'a jamais disparu, dit Miguel doucement. Elle était juste enfouie sous toute l'armure dont tu pensais avoir besoin pour survivre. Mais une armure est censée être temporaire, quelque chose que l'on enfile pour aller au combat et que l'on enlève une fois la bataille est terminée. Sophia regarda son père. Cet homme qui avait passé 20 ans à prouver que l'amour pouvait survivre à la séparation, à la déception, et même à la transformation complète de la personne que tu aimais. Et si je ne sais pas comment l'enlever? Et si je l'ai portée si longtemps qu'elle fait désormais partie de moi? Miguel sourit, son visage buriné se transformant en un visage jeune et plein d'espoir. Alors, on apprendra ensemble. Une conversation à la fois, un choix à la fois, une personne à la fois. Tu n'as pas besoin de devenir parfaite du jour au lendemain, Mija. Tu dois juste continuer à choisir de t'améliorer. 6 semaines plus tard, Sophia se tenait dans le hall du centre communautaire récemment rénové, regardant les familles explorer les laboratoires informatiques et les salles de réunion qui allaient bientôt bourdonner d'activités. Marcus guidait une visite pour les bénévoles potentiels. Sa voix reflétait l'enthousiasme de quelqu'un qui avait trouvé un travail en accord avec ses valeurs, plutôt qu'un simple moyen de payer ses factures. Maria était chez elle, en train de faire ses valises pour le MIT. Sa bourse couvrait tous ses besoins et même plus. Son avenir était prometteur, avec des possibilités qui semblaient impossibles quelques mois auparavant. Miguel s'est approché avec 2 tasses de café provenant du petit café qu'ils avaient installé près de l'entrée, géré par une famille locale qui embauchait d'anciens sans-abri et leur offrait une formation professionnelle et un emploi stable. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il en tendant son café à Sophia. Sophia regarda autour d'elle l'espace qu'ils avaient créé ensemble, les familles qui commençaient déjà à le considérer comme un lieu d'espoir plutôt que de charité, les bénévoles qui venaient non pas parce qu'ils se sentaient obligés, mais parce qu'ils voulaient de faire partie de quelque chose qui avait du sens. « J'ai l'impression de rentrer à la maison, » dit-elle, comme si je me souvenais de qui j'étais censé être depuis toujours. Dehors, Seattle continuait son rythme quotidien d'ambition et de lutte, de succès et d'échecs, de gens qui construisaient leurs rêves et les voyaient parfois s'effondrer. Mais à l'intérieur du centre communautaire, quelque chose de différent se passait. Les gens choisissaient de voir la dignité de chacun,
d'offrir leur aide sans jugement, de construire des ponts plutôt que des murs. Et dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Marcus Rivera aidait sa fille à faire ses valises pour l'aventure de sa vie, convaincu que la gentillesse était encore possible dans un monde qui semblait souvent déterminé à récompenser la cruauté, que l'amour pouvait combler tous les fossés, guérir toutes les blessures et transformer même les cœurs les plus durs. La pluie avait cessé et le soleil commençait à percer les nuages, baignant tout dans la lumière dorée d'un nouveau départ.